Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ce 100e épisode de Dans les Gradins. Où l'épisode? Buzz Flibet. OK. Phil, c'est un épisode extrêmement spécial. C'est le 100e. Il y a beaucoup de choses à venir, notamment l'idée que notre pari est finalement terminé, justement. Et c'est là où on s'enligne. Et quand je dis on, je serai sur un banc, tu serais sur un rasoir. C'est différent. Ben, pas sûr, là. Mais tu veux dire, hein? OK. Mélange pas les affaires. Là. Moi, Non. mes cheveux restent intacts dans cette chose. Je veux juste préciser. Cette intro-là, c'est rapide dans le fond. Ce que vous allez apercevoir durant cet épisode, pas compliqué. Premièrement, segment coupe rasée où on parle du pari. Je reviens dans quelques instants avec le coco rasé. À la suite de ça, ce sera notre segment mise en échec où on parle des 2 ou 3 premiers matchs de cette première ronde des séries éliminatoires dans la Ligue nationale. Et pour bien terminer le 100e, je vais préparer les meilleurs moments de ces premiers 100 épisodes que vous pouvez réécouter. Question de bien vous rappeler de ce qui s'est passé durant ces 100 premiers épisodes. Sur ce, je vous laisse sur le pari, l'intégralité, les modalités. On revient avec le coco rasé. On va lancer les modalités de notre pari et de quoi il consiste, bien sûr. Je dois vous mentionner aussi qu'il y aura un contrat qui sera imprimé et il y aura aussi quelque chose d'accroché au mur pour justement essayer de garder le compte sur notre pari au courant de la saison. Mais Phil, consiste à quoi justement ce pari? OK. Je vais faire un petit peu de contexte très rapidement. Le pari de l'année dernière, je l'ai perdu. J'ai un sticker des Canadiens qui est encore sur mon char que je peux enlever, mais qui est collé là. Puis ça me fait un peu... Bref. Et cette année, on ne fait pas le même pari parce que le pari de l'année dernière, c'était qu'il y avait une équipe qui allait finir plus haut que l'autre au classement. Évidemment, ça a été les Canadiens. Et cette année, si on faisait ça, je perdrais et ce serait même pas proche. J'en conviens. Donc, le pari de cette année a changé. Et la conséquence aussi a changé parce qu'un sticker sur une voiture, c'était plus assez maintenant, Mathieu. Pour la deuxième saison de... On fait les choses en grand. Voilà. Ouais. Et voici donc le pari qui va se passer entre Mathieu et moi au cours de cette saison 2025-2026 de la LNH. Se retrouvera crâne rasé Buzzcott, c'est-à-dire celui des deux, Mathieu Landry et Philippe Giard, qui perdra son pari par rapport à la saison 2025-2026 de la LNH. Je consens à me dégarnir la caboche si les joueurs des Canadiens de Montréal qui n'ont jamais enfilé l'uniforme jusqu'à maintenant lors d'un match de saison régulière ou de série cumulent plus de points que les joueurs des Penguins de Pittsburgh dans la même situation. Et l'inverse est aussi vrai, bien sûr, pour Mathieu. À noter qu'il n'y aura aucune forme de compensation en cas de blessure à des joueurs éligibles et qu'il pourrait y avoir des ajouts au cours de la saison en cas de transaction, par exemple. Donc, voilà, Mathieu, c'est dit. Ouais. Et donc, acceptes-tu les modalités ici présentées, Mathieu? Ça l'a déjà été accepté. On le fait. On le fait pour l'épisode. On le fait pour l'épisode. Pour que ce soit officiel. Voilà, c'est fait. Les poignées de main qui ont été... Ouais. Tout a été bien accepté.
épisode de Dans les... T'es pas obligé de sourire c'est juste je me tourne de bord puis il y a un prisonnier qui est à ma droite. C'est ta faute, Phil. Regarde, qu'est-ce qui s'est passé. On va en jaser aussi vite fait avant de tomber dans l'actualité, même si ça c'est très actuel, là peut-être 30 minutes. Parce que Phil, félicitations. On va l'officialiser, le terminer une fois pour tout. Tu as remporté haut la main. Le pari de cette année que vous avez justement vu avant qu'on rembarque justement dans la discussion. Toutes les modalités avaient été faites le 25 épisodes, ce qui est au moins 25 semaines passées, et qui ont été terminés, comme vous pouvez le voir aujourd'hui. C'est triste de voir cette follicule disparaître de ma tête, mais c'est ce qui devait arriver. Parlons-en comme brièvement un peu de ce pari-là, puis aussi à la base de ce qui va s'en venir, parce que c'était une marche qu'on a grimpée par rapport à ce pari-là, dans l'idée où il y a peut-être plus rien qui va nous arrêter. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est spécial. Je pense qu'on vient de vraiment officialiser le pari qu'on fait à chaque année cette année. Je suis d'accord. Ça a un caractère sanctificateur, même, je dirais. Parce que on peut plus reculer. Comme après ça, je pense qu'on peut plus reculer devant rien. Il y a pas grand-chose qui sont hors limite maintenant. Et il y a certainement pas de discussion de « Ah non, finalement, je vais pas le faire parce que là, écoute, les conséquences ont été très réelles cette année. » Donc, écoute, je pense que t'as fait le premier pas parce que l'année dernière, c'était une chose. On a commencé ça assez mollo avec un sticker sur la voiture. Mais là, écoute, on est dedans, là. On est dedans, je pense. On est bien dedans. Oui. Puis, est-ce qu'on voulait parler du fait aussi qu'on a garanti que ça impliquerait toujours... brièvement, on va le mentionner. Oui. Tu sais, de l'idée que... C'est ça. À partir de cette année, en fait, de ce pari, les modalités seront toujours dans l'idée que le Canadien et les Pingouins seront impliqués. Et ça, c'est point à la ligne, point final. Les conséquences seront déterminées là, en octobre prochain pour la prochaine édition de ce pari annuel. Ouais, je pense que ça va prendre de la créativité quand même. Vraiment. Pour trouver des paris qui sont sérieux parce que les deux équipes sont tellement comme à des stades opposés de leur évolution. Fait que c'est... Surtout pour cette conséquence-là, allons voir si elle est aussi cruelle qu'elle a été cette année. On peut trouver autre chose. Je pense qu'on manque jamais d'idées de ce côté-là, n'est-ce pas? On a toujours des personnes aussi qui ont des super de belles idées par rapport à qui aiment nous voir souffrir. Bien entouré. Bien entouré de personnes comme ça. Rentrons dans le vif du sujet, Phil. Première ronde des séries éliminatoires dans l'Est comme dans l'Ouest, évidemment, dans la Ligue. Quelques équipes qui ont joué 3 matchs et la majorité en ont joué 2. On va commencer avec l'Est, avec la bataille de... en fait, juste... la bataille unisens, plutôt, de la Pennsylvanie, entre les Flyers et les Pingouins. Je vais même pas embarquer dans le sujet. Je vais te laisser, c'est ton équipe, je vais te laisser nous mentionner ce que t'en penses. J'ai tellement pas envie d'en parler, mais c'est une équipe très jeune, très rapide, qui joue un système vraiment... un système très, très compact, très serré et vraiment peu de failles vraiment dans leur jeu. Beaucoup moins que les Pingouins. Il y a certains éléments du côté des Pingouins qui sont simplement pas des facteurs sur la patinoire présentement. Puis ça, c'est un problème. On est pratiquement battu dans toutes les facettes du jeu, honnêtement. C'est une domination vraiment des Flyers. Et il n'y a pas beaucoup d'excuses. Qu'est-ce qui vient de ce... Pardon? On dirait qu'on c'est pour ça qu'elle était plus là. Ouais. C'est pas comme ça on était dans le plein milieu d'un enregistrement, mais ça passe le... What? Qu'est-ce qui se passe? C'est bien cool. C'est bien cool. Ouais, tu savais ça, toi? Ça se pourrait. Fait que t'as décidé de faire encadrer l'écart de 137 points avec des cartes des joueurs des Pingouins. J'assume que j'en vois pas un du CH. Je nous ai créé baptême. Une décoration permanente pour cette pièce, pour le décor dans les gradins.
Il n'y a pas un gars de siège? Ben, bien sûr que non, parce que c'est l'équipe gagnante qui est encadrée, Mathieu. Et oui, c'est des cartes de hockey de tous les joueurs, même Avery Hayes avec les... Brunick avec les Blazers. Oui, Avery Hayes avec les Bulldogs d'Hamilton. Tout est là. Et c'est un cadeau. Attends, c'est pour moi? Non, c'est un cadeau pour moi-même. Ben, bien sûr. En réalité, mais c'est un cadeau pour le décor dans les gradins aussi. Et il fallait immortaliser le... Juste entièrement comme ça. Prends ton téléphone, Mathieu. Ouais. Puis comme, approche-le du logo des pingouins. Prends ton téléphone, ton cellulaire. Là. Ben, OK. Du logo des pingouins. Ouais. Non, genre juste, t'as pas besoin. Juste approche ton téléphone. Pas besoin de télé... Je ne comprends pas de photos ou autre, genre. Non, juste... Attends, je vais lui faire parce qu'il est un peu nul. Ouais, je comprends pas ce que tu veux dire. Attends. En espérant que la magie opère. Ouais, voilà, c'est fait. What? Hein? Hein? Pour ceux qui veulent... Il est où le code QR? Pardon? What? Voilà, moi je pars maintenant, je expliquerai tout ce qui se passe. Merci Manon pour cette livraison inattendue qui aurait pensé. Évidemment, le petit gif des Power Rangers que je recevais à chaque jour. C'est incroyable. C'est incroyable. Je déteste ça, mais c'est incroyable. C'est oui, c'est une pièce de collection désormais. Ben, je sais ça pas, va peut-être remplacer celui des Wildcats. On peut le mettre peut-être devant celui des Zags pour le moment, là, mais il faudra lui trouver... On va y trouver un spot pour... Ouais, il faudra lui trouver son endroit. OK. Ouais, que penses-tu, Mathieu, de c'est une dépense d'argent incroyable, mais ça va. Juste devant là, tu le veux? Ouais, ça va passer le test. Ben là, non, il va pas rentrer là. Il rentre pas là, c'est correct. Mets-le devant celui des Zags pour ça. Ouais. Je fais juste pas passer à côté de ce moment-là. Ben, je veux ça, là. Bien sûr, aux couleurs des pingouins aussi. Le noir, le jaune. Tableau blanc. Il y a tout ce qu'il faut. Chapeau. Franchement, chapeau. Merci. Ah, puis je t'explique aussi la disposition des cartes. En haut, c'est le club des 10 points. Puis en bas, c'est les rejets un peu, là. Parce qu'il y en a qui étaient là un peu pour des mentions honorables, là, mais c'était parfait. J'avais 16 joueurs, fait que c'était comme un beau nombre pair. Puis, c'est ça. Je tenais à t'offrir. Oui, bien sûr. Ben, c'est nous offrir ce décor-là. Oui. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas quoi penser. Anyways. Penguin Flyers. Ah oui, ça, c'était toute une intervention. D'ailleurs, ça n'a jamais arrivé. J'étais bouleversé. Ben oui, en plus, quand on parlait des pingouins. Ben pourquoi pas? Sans timing. Puis aussi, comme tu sais, à quelque part, avec ce tableau-là, je vis la gloire qui était la saison régulière, puis j'oublie un peu le périple, le désastre qui est ces séries éliminatoires présentement. La magie opère pas là, pour Pittsburgh présentement. Il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. On est vraiment complètement étouffé par le système des Flyers. Puis aussi, on manque. J'ai l'impression qu'on manque un peu de... On a perdu vraiment la patience là, dans cette série-là. C'est une équipe qui semble vraiment perturbée, qui est complètement sortie de ses moyens. Les solutions ne viennent simplement pas pour les Pingouins. On a tenté de changer les trios, ça n'a rien fait du tout. Les Flyers jouent une game aussi où ils vont essayer de provoquer l'adversaire et ça fonctionne très bien. Ça a toujours été un peu dans leur identité, j'ai envie de dire. Puis ils jouent encore ce même style de hockey-là. Je pense pas que c'est vraiment quelque chose de
de durable là, pour les Flyers. Comme je vois pas que ça va perturber une équipe comme la Caroline, par exemple, en deuxième ronde. Mais c'est suffisant pour battre les Pingouins parce que c'est juste une équipe qui est complètement déboussolée présentement en Pittsburgh. Et je sais pas quoi d'autre dire à part de ça. L'expérience vraiment n'est pas un facteur. Je pense que ces joueurs-là, Malkin, Crosby, on ressent, je sais pas, c'est une fatigue où on n'a pas le même feu, le même désir d'être là qui était le cas avant, j'ai l'impression. Puis à un moment donné, je pense que c'est quelque chose qui arrive aussi comme avec le temps peut-être. Il y a moins ce feu-là, puis c'est des joueurs qui approchent la retraite. Là. On est d'accord. Bon, écoute, Malkin a quand même 3 points en 3 matchs, mais ça prend plus que ça. Ouais. Puis c'est une équipe qui manque juste de fougue vraiment dans son jeu. Puis les Flyers sont vraiment beaucoup plus déterminés, beaucoup plus affamés pour aller chercher cette victoire-là. Fait que je peux juste leur donner du crédit, puis un bon plan de match aussi de la part de Rick Tocchet. C'est classique Rick Tocchet, ça. C'est du jeu à l'effigie un peu de ce qu'il faisait dans les années 90. Vladar aussi, bizarrement. Incroyable. On dit qu'il y a 4 buts, comme Goal Save Above Expected de 4, là. Honnêtement, je trouve qu'il a juste été correct. Là. Il a fait ce qu'il avait à faire. Okay. Je peux pas dire comme je me souviens d'un arrêt qui était comme wow dans cette série-là. Mais il fait le travail. Puis pendant ce temps-là, Stuart Skinner a un moins 2,8 de goal saved above expected. Mais de dire que vraiment les gardiens. Ouais, de dire que les gardiens étaient comme les gros points de cette série-là, honnêtement. Comme je comprends que c'est un écart de 7, là. Mais ça, pour moi, c'est même pas ça vraiment qui change la donne. Okay. Skinner a fait des arrêts importants quand même. Là, puis je pense qu'il a donné une chance à son équipe de gagner, mais tu marques pas. Là. T'as quoi 4 buts en 3 matchs? 4 buts en 3 matchs. Fait que non, ça va pas te permettre de battre une équipe comme les Flyers qui jouent vraiment une game très disciplinée. Ouais, puis ils sont bons. Genre, regardant ce match-là, je pense pas qu'il y a un moment où je me suis dit les Pingouins sont meilleurs. Non, pour moi, le plus gros négatif de cette série-là, c'est pas Skinner, c'est sa défensive. Je veux dire. J'ai vu un match où on a accordé un 2 contre 0 puis 2 échappés à Owen Tippett dans la même période. Je me dis, en avantage numérique, soit dit en passant, c'est pas quelque chose qui est envisageable, c'est pas quelque chose qui devrait se passer en série. Et pour ça, je serais pas surpris de voir les Flyers emporter un 4. Et puis je trouverais ça extrêmement désolant. On est pas mal rendu là, je pense. Ben oui, c'est ça. En plus de ça, on est affilié pour ce 4e match comme on l'était durant le 3e. C'est peut-être juste pas cette année pour les Pingouins. Les gars qui étaient comme des gros facteurs en saison régulière, on dirait qu'on n'a pas de joueurs de... J'ai l'impression qu'on n'a pas de joueurs de série. Puis on le savait pas aussi d'une façon... Ben écoute, par exemple, un gars comme Manta, jamais vraiment connu de succès en série, jamais marqué en série, même dans sa carrière. Puis t'as un gars comme Chinakov, par exemple, que il connaît pas ça, du hockey de série. C'est pas le pire du lot, mais il y a encore là, on dirait qu'il n'y a pas cette deuxième gear-là qu'on cherche en série. Puis même chose pour, par exemple, un gars comme Tommy Novak, que j'ai trouvé qu'il était très bon en saison régulière. Puis là aussi, lui semble un peu perdu. Fait que c'est ça, on dirait que c'est des joueurs qui, comme on dit, Pittsburgh, il y a de l'expérience, mais comme l'expérience est présente, mais elle sert 3 ou 4 joueurs. Elle sert à rien. On dirait que c'est vraiment un atout superficiel. Comme c'est juste, c'est quelques joueurs, oui, en effet. Puis ceux qui en ont moins, ça performe pas non plus. Donc, vraiment, sur l'ensemble, sur toute la ligne, franchement, il n'y a rien qui marche. Je suis d'accord. Puis, il n'y a rien qui marchait pour... Oh, vas-y. Le plus dommage, c'est que c'est si, comme Crosby et Malkin en série, ça se termine comme ça, parce que comme il y a beaucoup de bons souvenirs de ces deux gars-là en série à Pittsburgh. Puis, ça a été longtemps vraiment comme le moteur de leur succès. Mais, écoute,
peut-être au moins essayer d'aller chercher un match, là, se donner comme quelque chose pour finir ça avec une moindre fierté. Mais ça soulève des questions encore aussi pour l'année prochaine. Puis qu'est-ce qu'on va faire avec ces gars-là? Puis, ce sera à voir. Mais bon, c'est pas fini non plus. Assez parler du cas. C'est ça. On va jaser Boston-Buffalo parce que c'est une série qui est égale 1-1. Une autre série dans l'Est qui est égale 1-1 aussi, d'ailleurs. Notamment avec Montréal et Tampa. C'est autant serré qu'on le pensait. Après 2 matchs, est-ce qu'on donne l'avantage à une des 2 équipes? Ouais, comme tu dis, c'est serré, mais moi, je vais avec Boston. Je pense... Hein? Moi, je vais avec Boston. Tu viens de parler de Montréal, Tampa. Non, j'ai dit que la série était aussi égale entre Montréal et Tampa. Mais Boston-Buffalo. OK. Boston-Buffalo. Boston-Buffalo... Oui, c'est une série serrée sans aucun doute. Là où on voit un avantage pour les Bruins, puis je pense qu'on s'y attendait, c'est devant le filet. Tellement moi, fort. le principal point de discussion que j'ai mis aussi pour cette série-là, franchement, c'est est-ce qu'on va faire un changement devant le filet du côté des Sabres? Moi, je mets Lyon demain. Tu mets Lyon demain parce que, écoute, Morgan Geekie, le revers de la ligne rouge, c'est pas acceptable. Non, absolument pas. Puis ça, honnêtement, comme je pense que c'est un manque de concentration, franchement. Comme c'est un jeu qui est assez simple. Oui, ça arrive pas tellement souvent, mais les gardiens se sont préparés pour ça. Il y avait amplement de temps pour voir cette rondelle s'amener vers lui. Il s'est avancé beaucoup, mais comme à un moment donné, si tu fais 1 mètre de plus, là, tu peux juste capter la rondelle en l'air. Comme pourquoi tu fais pas juste ça dans cette situation-là? Tu peux pas. Ce que j'ai pas aimé, c'est qu'on dirait que ça démontre un manque d'expérience ou un manque de précaution parce que tu peux pas juste jouer la lock. Là. Tu sais que cette rondelle-là virevolte un peu puis qu'elle peut faire. Ça arrive tout le temps. Les rondelles, ça prend des bonds bizarres sur la glace selon comment ça tombe. Puis tu joues pas avec plus de précaution que ça. C'est comme. Ça me déçoit un peu de la part de Luukkonen. Puis Lyon a montré quand même cette saison qu'il pouvait être un remplaçant quand même correct, compétent du côté des Sabres. C'est à voir. Hein. C'est certainement à discuter. Je pense qu'on a une décision à prendre. Peut-être même c'est en train de décider présentement. Mais donner une chance à Lyon, ça me semble pas fou présentement. Sinon, je pense que les Bruins, quand même, ont été la meilleure équipe jusqu'à présent. Je suis 100% d'accord. Parce qu'ils l'étaient pour 50 minutes dans le premier match. Puis ça a pris un effort individuel de Tage Thompson pour changer la donne. Soit dit en passant, les mains de Tage Thompson. Puis, non, mais pour un si grand bâton, un si grand homme, puis avec cette précision-là, va ramener la rondelle derrière le filet vers le devant, puis glisser ça du revers. On parle du match numéro 1. Oui, du match numéro 1, derrière Swayman. C'est incroyable. Honnêtement, quand j'ai vu ce jeu-là, j'ai tout de suite compris que c'était comme. C'est un genre de jeu que les gens vont peut-être sous-estimer parce que, comme, OK, il y avait de l'espace, puis il était relativement seul. Puis. Mais c'est comme c'est la vitesse de l'exécution puis aucune faille vraiment dans ce mouvement-là. Vraiment, on voit que c'est un joueur qui est terriblement habile avec la rondelle. Puis c'est un phénomène, franchement, Tage Thompson. Mais c'était électrique, ce premier match-là à Buffalo. Puis moi, ça m'avait fait penser qu'on allait juste rider ce momentum-là puis gagner le match numéro 2. Mais les Bruins ont montré que ça va être une équipe tenace. Puis je pense que cette série-là en entier, ça va être vraiment chaudement disputé. C'était ça qui était mon attente dès le départ. J'avais dit Buffalo en 7. Je pense que je peux maintenir cette prédiction-là, mais les Bruins, quand même, là, je pense que vraiment Buffalo en a plein les bras avec cette équipe-là qui est plus expérimentée qu'eux, puis qui le démontre bien aussi, je pense. Ça, c'est un cas où l'expérience là, vraiment prévaut, je trouve, dans les séries présentes.
Ouais, c'est intéressant cette série-là. Je suis 100% d'accord avec ça. Je sais pas si je voudrais garder Buffalo en 7 parce que ça sera dur vraiment de tasser Boston. Pasternak a déjà 5 points. Là, on s'en va à Boston, puis ça, c'est un environnement difficile. Tu veux pas Très être au difficile de TD, jouer là-bas. genre, c'est intense par là-bas. Ce sera à voir, mais c'est l'une des séries les plus plaisantes à regarder. Un petit peu derrière celle de Montréal-Tampa. Selon moi, mais je suis un peu biaisé aussi dans l'idée que, bon, j'ai pas aimé Moi, j'ai le beaucoup dernier aimé match. Là. Stars Wild aussi. Stars Wild m'a, sans faire de mauvais jeu de mots, là, étincelé. C'est une série incroyable. Offensivement, c'est en tout cas Nord-Sud, mais on en reparlera, là, parce que c'est une des séries qu'on va aborder. Montréal-Tampa avait fait... pas vraiment une série que je m'attendrais du côté du Canadien qui soit en déficit de... à égalité 1-1. Je m'attendais à beaucoup plus du CH. Hein? Ça pourrait être 2-0 Montréal. Ça pourrait facilement être 2-0 Montréal. Le dernier match m'a juste déçu largement, notamment parce qu'il y a des trios qui ne fonctionnaient pas. Puis je regarde surtout celui de... en fait, je regarde Kirby Dach qui a laissé marcher un gars défensif comme J.J. Moser dans l'enclave. Pas facile à arrêter ce tir-là. Aucunement de la faute à Jakub Dobeš, soit dit en passant. Est-ce que tu penses que Dach, c'est au revoir? Est-ce que tu penses qu'un gars comme Joe Velano ferait le jeu? Brendan Gallagher. Brendan Gallagher. Pourrait faire une énorme différence. Tu vois ce que Bolduc et Anderson créent sur la patinoire présentement, c'est-à-dire un peu de chaos. Ouais. Brendan Gallagher apporte cette même énergie-là. Doc, c'est beaucoup trop de nonchalance puis pas assez de talent. Comme il apporte pas assez pour que son style de jeu soit équitable pour les séries, puis il est juste pas productif dans toutes les facettes de son jeu. Ce qui est dommage, Martin Saint-Louis l'a défendu en conférence de presse, mais qu'est-ce que tu veux, il est juste pas assez bon pour l'occasion. Comparativement à des gars comme Anderson, Hudson, Slav pour le premier match, beaucoup moins bon durant le deuxième, il a perdu une certaine coche. John Cooper a trouvé une façon de calmer ce premier trio-là du Canadien, c'est en amenant Chiarelli, Hagel et Cooch. Présentement, Suzuki, Caulfield, Slav, ça marque pas à 5 contre 5 présentement. Non, c'est ça. Puis Suzuki l'a même abordé à la fin du deuxième match. Il dit c'est complètement de notre faute, on fait rien 5 contre 5. C'est notre premier trio. Puis je l'ai mentionné avant que cette série-là commence. Ce trio-là va devoir être occupé offensivement, sinon on ne gagnera pas cette série. Et on voit ce qui est arrivé justement durant le match de mardi. De base aussi, Suzuki, comme objectivement, c'est pas un gars qui marque tant que ça à 5 contre 5. Quand même. Là. Non, mais sérieusement, beaucoup de ces points sont marqués en avantage numérique. Je pense, en tout cas, je l'ai plus en tête, mais j'avais vu une statistique passer comme quoi ses points en saison régulière, oui, il y en a marqué 100, mais si tu veux trouver le nom de Nick Suzuki pour les points à 5 contre 5, il faut que tu descendes. Il y en a 57 en 5 contre 5. OK. Il y en a 43 en avantage numérique. OK. Mais ça reste que si tu regardes Nick Suzuki, sa position dans le circuit pour les points. Il est 21e. Il est 21e pour les points? Alors, juste à 55. 55, ouais. OK. Pour les points, il est 5e. C'est ça. Comme je veux dire, il y a des joueurs qui ont des meilleures proportions de buts marqué à 5 contre 5. Oui. Mais il est capable quand même. 100% capable. Ça, c'est certain. Mais non, ce premier trio-là a un peu de difficulté, j'ai l'impression, présentement, à 5 contre 5. Mais est-ce que tu penses que ça peut débloquer? Ben oui. Ça prend un match. Puis c'est pas comme si qu'il avait rien donné. Là. C'est juste, faut que ça soit plus convaincant. Puis faut que ça vienne d'ailleurs. John Cooper joue très bien son trio, mais sachant que je suis juste pas stressé dans l'idée où sachant que on joue un meilleur match puis qu'on va en prolongation sans que notre premier trio est capable de contribuer à 5 contre 5, je me dis que si quelque chose arrive de bien, de positif dans ce match-là, le match devrait appartenir aux Canadiens. Surtout de là où on s'en va au Centre Bell pour Montréal. Mais c'est de bon augure, je pense, pour les Canadiens. C'est un peu... Puis Dobeš, on est satisfait? Absolument. OK. Il n'y a pas un but de Dobeš qui est accordé que je me suis dit, bon, gars. T'aurais peut-être pas dû accorder celui-là. Et je pense pas que Dobeš est à blâmer. Je sais pas si t'as probablement été voir les statistiques avancées de tout ça. Je sais pas si t'as vu celui de Dobeš. Ouais, Goal Save the Ball Expected, il est moins 1.1.
Ça n'a pas paru tant que ça, je te mentirais pas. Là. C'est ça. Puis là, c'est des petits échantillons aussi. C'est 2 matchs. Ouais. En tout cas, bref, tout ça pour dire que Égalité 1-1 se retrouve au Centre Bell vendredi et dimanche. Bien hâte de voir ça. Ce que j'ai pas hâte de voir toutefois, c'est la continuité des Hurricanes contre les Sénateurs. Je sais pas pourquoi tu. Honnêtement, j'ai aucune idée pourquoi tu détestes cette série-là. Je comprends pas c'est quoi la perspective des gens qui disent que Caroline, c'est pas du hockey intéressant. Cette série-là est sur papier la plus rapide de toutes les séries. Okay. Comme, si on regarde comme la vitesse pure, comme les speed bursts, c'est cette série-là qui l'emporte. C'est les deux équipes, pour moi, qui donne le hockey justement le plus vite. C'est la vélocité de ces joueurs-là sur la patinoire, c'est hallucinant. J'ai trouvé que les deux périodes de prolongation qu'on a regardées dans ce match-là, comme ils n'avaient pas perdu une coche à leur jeu, comme ça. Jusqu'à la fin, ça jouait du hockey endiablé. Vraiment, moi, personnellement, je trouve que ça a été une des meilleures séries à regarder. On a probablement les 2 meilleurs gardiens des séries qui sont là présentement aussi. Ullmark et Anderson ont été phénoménales tous les deux. 4.2 goal save above expected pour Anderson, c'est deuxième. 4.6 pour Ullmark. Ça, c'est en 2 matchs. Donc, oui, cette série-là, pour moi, c'est puis c'est 2 équipes qui sont quand même assez proches aussi. Les 2 coachs qui jouent un style similaire, Travis Green puis Rod Brindamour, comme c'est vraiment des coachs qui vont exiger comme un effort très intense de leurs joueurs. Et moi, je trouve que ça donne terriblement bon hockey. Okay. Et pour moi, c'est une des séries qui a été quand même plus chaudement disputée. Oui, Caroline remporte les 2 matchs. Le premier match était très serré. Le premier match, c'était un peu à oublier pour les Sénateurs. Franchement, ils étaient brouillons dans ce match-là, puis ils n'ont pas réussi à percer la Caroline, mais néanmoins, c'était un match rapide. Même chose pour le deuxième qui vraiment avait son lot de rebondissements, je pense. Puis, faut parler aussi de cette controverse-là un peu du match numéro 2. Comme déjà, on a donné un tir de pénalité et c'était le bon appel dans le sens que si après un hors-jeu qui n'avait pas été détecté, il y a une pénalité, ben, cette pénalité-là demeure. C'est la même chose pour un tir de pénalité. Fait que dans ce sens-là, ça va, mais comme la décision même du tir de pénalité, est-ce que c'était une chance de marquer suffisante? Est-ce qu'on croyait vraiment aux chances de Jordan Martinook de battre Linus Ullmark sur ce jeu-là? Je sais pas. Pour moi, ça manque. Comme, il manque le critère de qualité de l'opportunité là, pour que ce soit un tir de pénalité. Oui, il a été accroché, j'en disconviens pas. C'est une pénalité 2 minutes. Mais non, je ne suis pas certain de pourquoi on a donné un tir de pénalité. Il ne marque pas. Exactement. Autre chose, c'est que cet hors-jeu-là, pour moi, n'en était pas un. Moi, honnêtement, j'ai jugé que Stahl avait le contrôle de la rondelle à l'entrée de territoire. Puis j'ai souvent vu on a vu quelques fois des séquences similaires. Puis clairement, l'autre gars qui traversait la ligne bleue, Martinook, il n'était pas hors-jeu. Fait que c'était vraiment au niveau du contrôle. Puis ce qu'on a dit du côté de la LNH, c'est que il avait établi la possession, mais il n'avait pas le contrôle de la rondelle. Comme c'est tellement subjectif comme critère. C'est un peu ironique aussi dans l'idée que c'est un peu la même chose. Oui, exactement. C'est un peu la même chose. Donc, j'ai pas aimé du tout tout ce qui s'est passé du côté des officiels à ce moment-là. Le bon karma pour les Canes a fait en sorte qu'ils ont remporté ce match-là quand même. Puis, drôlement, c'est Martinook qui a marqué. Ouais. Ottawa, bon, malgré ça, là, si on oublie tout ça, Ottawa méritait autant le match numéro 2 que la Caroline. Franchement, ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Puis, je pense que Ottawa, quand même, n'a pas dit son dernier mot dans cette série-là. On retourne à la maison, puis on a montré qu'on était capable de rivaliser avec les Canes, au moins en termes de vitesse. Puis ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent le faire. Fait que, je pense que pour moi, c'est une série que j'ai hâte de voir où ça va mener.
Déjà 2-0 pour les Canes. Tu sais, dans l'Est, c'est plaisant de parler de quelques-unes de ces séries-là. Dans l'Ouest, c'est le contraire un peu. C'est des séries qu'on regarde pas trop, qu'on regarde avec un œil un peu plus discret. Comme celle du Mammouth et Vegas qui s'est égalisé, cette série-là. 1-1, une partie de chaque côté. Surpris, pas nécessairement. C'est une bonne équipe du côté du Mammouth. Est-ce que Vegas joue du hockey de série comme Vegas le jouait dans la conquête de la Coupe ou même la finale contre les Capitals? Pas du tout. C'est une équipe qui se cherche un peu sur la glace, puis sans oublier aussi l'idée que Carter Hart est un gardien de série, apparemment. Ça, je la comprenais pas nécessairement, mais je peux pas nécessairement juste blâmer Carter Hart là, pour les déboires un peu de Vegas. Je dis déboires, mais il faut donner beaucoup de respect aux Mammoths de Utah aussi. C'est pas nécessairement la pire des équipes du circuit ou en série présentement. Fait que c'est peut-être une série qui va se rendre plus loin que les gens le croyaient. Qui sait? Ouais, moi j'ai prédit une surprise dans cette série-là. Je suis allé pour le Mammoth en 6. Et bon, l'échantillon qu'on a présentement, ce que ça me dit, c'est que honnêtement, je pense que le Mammoth est une équipe plus rapide que les Knights et peut vraiment les déstabiliser avec leur vitesse. Écoute, ils ont vraiment des marchands de vitesse sur cette équipe-là. Puis des jeunes joueurs aussi qui s'illustrent, Gunter, Cooley. Vraiment content de voir ces gars-là contribuer puis être au centre du succès pour le Mammouth. Donc, je pense que de leur côté, c'est de continuer d'utiliser cette vitesse-là puis d'essayer vraiment de couper le temps, l'espace pour les Knights qui, eux, jouent la méthode Tortorella. Et ce que ça donne, c'est que je pense que les Knights, quand même, ont leur chance parce que Utah va jouer un style où ils vont concéder un peu plus, en tout cas, de ce que j'ai lu un peu sur la série. On concède un peu plus d'espace là, en zone neutre. Donc, on respecte l'adversaire quand même. Puis, ce que ça fait, c'est que ça nous force à jouer un peu en territoire défensif. Puis là, on est moins bon du côté de Utah. Je pense que défensivement, c'est pas une équipe qui est nécessairement très, très stable. Là. En tout cas, il y en a certainement des meilleurs. Mais si on peut continuer d'imposer notre vitesse honnête, c'est là qu'on a peut-être un avantage dans cette série-là. Et des gars comme Cooley puis Gunter, ils demandent juste ça. Là. Fait que, ils ont mené le show aussi durant le dernier match avec Kailer Yamamoto, un autre joueur excessivement rapide. Pardon. Parlant de vitesse, Connor McDavid, lui, ne connaît pas les meilleurs des séries. Aucun point en 2 matchs pour le capitaine des Oilers. Pas qu'il ne fait rien sur la glace, ça ne paraît juste pas sur la feuille de statistiques. À la base, le facteur X de cette série-là, on l'avait mentionné, ça allait être Lucas Dostal. Oilers ne sont pas victorieux en 4. Mais là, un match qui finit 6-4, c'est plus un match de série. J'ai regardé la première période hier. C'est 2 équipes qui ne jouent pas de défensive nécessairement accrue. C'est juste du gros hockey nord-sud. Puis, vas-y, on riposte. À moi, à toi. Il n'y a pas de jeu nécessairement de série entre ces 2 équipes-là. Mais je pense que Arba, il va juste commencer à réaliser que on va pas se rendre en finale de la Coupe encore cette année si on continue de jouer comme ça. Mais point positif, Draisaitl, joyeux retour. Hein? Il fait la pluie et le beau temps en série présentement. Puis il y a bien du plaisir avec Kapanen et Podkolzin. Tant mieux. Si un autre trio que celui de McDavid fonctionne, ça veut juste dire que des meilleures choses s'en viennent pour les Oilers. Parce que c'est pas quelqu'un qui va geler sur 4 matchs. Il va débloquer. On n'avait pas... Ouais, ça, je suis d'accord. On n'avait pas remporté de match sans que Connor McDavid obtienne un point pendant toute la saison régulière. Ouais, et le premier match de série. Le premier match de série, c'est ce qui s'est produit. Connor McDavid qui n'obtient pas de points, mais l'équipe qui l'emporte quand même. Donc, ça, dans un sens, c'est un signe encourageant pour les Oilers.
quand tu as un gars comme Kapanen là, qui s'est impliqué notamment aussi, la profondeur du côté des Oilers, j'y crois pas énormément. Là. Comme encore une fois, je trouve que c'est pas une équipe qui est super bien garnie, mais en tout cas, jusqu'à présent, ils démontrent quand même qu'ils sont prêts puis capables d'appuyer l'attaque, mais contre des équipes aussi plus profonde, là, c'est là que je me demande, OK, est-ce que ces joueurs-là vont réellement faire un impact? Donc, c'est à voir là, l'histoire de McDavid présentement, parce que je sais pas, il y a des gens qui spéculent. C'est sûr quand un joueur comme ça va passer deux matchs sans marquer de points, déjà les spéculations vont commencer. Est-ce qu'il est blessé peut-être ou quelque chose du genre. Bon, ça, on peut pas trop parler là-dessus, mais je pense qu'on le saura assez vite s'il y a quelque chose qui cloche avec McDavid, parce que si ça continue comme ça, 3-4 matchs, là, ce sera réellement anormal. Mais je pense que les chances sont quand même qui débloque et qui trouve un moyen. Mais s'il y a vraiment une blessure qui est déjà dans les livres là, pour McDavid, en ses débuts de série, c'est très mauvaise nouvelle pour les Oilers. Absolument. Absolument. Bien hâte de voir où cette série-là va s'aligner. Déjà, l'égalité créée 1-1 avec le match d'hier. Fait que, écoute, ma prédiction, Oilers en 4, déjà à l'eau. Dallas Minnesota, une autre série que je vois terminer en 4. Et, clairement, ne le sera pas, mais c'est l'une des séries où on a 3 matchs de compléter. 2-1 l'avance maintenant pour Dallas. Ce qu'on a réalisé dans le match d'hier, puis depuis le début de la série, c'est que, tu sais, à chacun des matchs, on voyait des choses venir par rapport à ces deux équipes-là qui sont tellement impliquées offensivement des deux côtés. Puis on laisse un peu les gardiens naviguer à leur propre guise un peu. Puis ça a donné que Jake Onger a remporté les 2 derniers matchs devant Jesper Wallstedt qui a connu un bon match hier aussi. Même chose pour Onger. Onger était incroyable hier. Mais ça veut juste donner encore plus d'ampleur sur l'idée que cette équipe-là du Minnesota est redoutable. Yeah. Chapeau d'ailleurs à Matt Boldy parce que cet homme-là connaît des séries éliminatoires folles du côté personnel de la médaille. Ne joue même pas avec Kirill Kaprizov à la base. Kaprizov joue avec Hartman notamment et Bobby Brink, si je ne m'abuse. Mais ce trio-là, avec Boldy, vraiment fait des flamèches. Joel Eriksson qui est le centre de ce trio-là. Points, Eriksson. Ouais, c'est des gars qui ne passent pas inaperçus. Va juste pour falloir. Un joueur défensif. Ouais, pour un joueur défensif, oui, exactement. Va juste falloir peut-être faire quelques petits ajustements là, du côté défensif, du côté de Bill Guérin et le Wild. Puis peut-être qu'on pourrait arracher quelques autres matchs à Dallas. Puis qui sait, on pourrait peut-être se transporter en match ultime. Non, cette série-là qui est super intéressante, franchement. J'avais un peu sourcillé quand tu avais dit Dallas en 4. Je pense que Minnesota méritait plus de respect. Et là, ils sont en train de le montrer qu'ils méritent quand même un certain respect. C'est quand même une équipe bien constituée, celle du Wild. Puis on voit aussi que cette attaque-là est nourrie par la défensive, puis par les défenseurs qui sont aussi très capables là, de provoquer des flamèches offensivement. Donc, je pense que c'est comme un point clé. Du côté de Dallas, on voit qu'on a des joueurs clutch aussi. Je pense que vraiment, c'est une équipe qui a été clutch les dernières années quand même, Dallas. L'année dernière, c'était Rantanen qui vraiment était presque un demi-dieu là, dans ces séries-là. Présentement, c'est Wyatt Johnson qui a 2 buts décisifs dans cette série-là. Et ça montre à quel point on a des ressources dans cet alignement-là. Puis il y a différents gars qui sont prêts à jouer les héros. Matt Duchesne joue du très bon hockey. Lui, Rantanen hier, c'était 2 complices sur quelques buts. Là, puis Jason Robertson, même chose. Donc, si tu as tous ces... pense à tous les noms qu'on a à Dallas, puis tu te dis, si tous ces gars-là fonctionnent en même temps, comme
ça va être difficile à rater, Très. n'est-ce pas? Ouais, Je puis veux on dire. a donné beaucoup de chance en avantage numérique hier aux Ouais. Stars. Puis clairement, ils l'ont fait payer. Ils perdaient, hein, en fait, troisième. Mhm. La passe de Rantanen à Duchesne qui a tout changé le match. Ouais. Puis après ça se termine en double prolongation aussi. C'est une équipe résiliente aussi, les Ah, Stars. ouais. Je pense qu'on a vu ça dans les dernières séries éliminatoires également. Donc, ouais, une équipe qui est difficile à abattre, je pense. Puis, Puis il va l'être. ouais, le Wild ne le sera pas non plus. Non, je suis d'accord. Puis bon, on va affronter possiblement une autre équipe plus tard, celle de l'Avalanche du Colorado, qui, eux, ne se donnent pas autant à cœur joie. C'est Ouais, un énorme ouais. duel Anton Forsberg versus Wedgwood au Mhm. moment où on se parle. Peu de buts accordés, énormément d'arrêts spectaculaires, surtout dans le dernier match qui opposait les deux équipes. Mais il faut donner crédit à ces jeunes joueurs-là. Du côté des Kings, bon, évidemment, Artemi Panarin, qui en fait partie, qui a été une addition super pour les Kings, fait une énorme différence. C'est Quinton celui Byfield joue qui a du marqué, très par bon contre. hockey. Oui, Ouais. c'est ça. Panarin, qui a été laissé fin seul une passe de Trevor Moore dans l'enclave pour marquer le seul but des Kings lors du dernier match, si je ne me trompe pas. Puis le match d'avant aussi. Puis le match c'était d'avant lui. aussi, ben voilà. Fait que, bon, qu'est-ce que tu veux? Il va juste falloir trouver peut-être cette brèche que va peut-être donner Scott Wedgwood. Puis aussi, donner un peu plus de support là, à Forsberg, parce qu'à un moment donné, tu sais, une quarantaine d'arrêts par match pour accorder 2 buts, Ouais. tu le fais pas à chaque Ouais. rencontre, tu sais. Mais il était là, puis il faut vraiment lui Puis ça, c'est donner un gars beaucoup de qu'on se crédit. demandait si c'était même lui qui allait commencer les Ben, séries. Là. Uh-huh. Puis, Tu penses à quoi? Anton Forsberg? Est-ce qu'on pense à le non, mettre en... Ben, pardon. sais. justement. Mais il est 5e là, en goal save above expected. Je m'attendais à donc, plus. 3.1, puis Wedgwood juste devant 3.4. Donc cette série-là aussi qui est assez chaudement disputée devant le filet, à la manière de la série Kings-Sens. Ben, c'est 2-0 présentement pour l'Avalanche. Fait que c'est toujours possibilité de balayage, mais faut pas s'entêter un peu sur cette victoire-là si on est l'Avalanche. On voudrait peut-être aller chercher plus. Puis tu sais, du côté des Kings, toute la saison, il y avait ce discours-là de écoute, c'est pas une équipe qui mérite d'être en série parce que, écoute, tout ce qu'on fait, c'est récolter des points de pitié en overtime, en prolongation. Mais ce que ça démontre aussi, dans un certain sens, c'est que c'est une équipe qui joue souvent des game tight. Oui. Et même contre le Colorado, on est capable de quand même tenir en échec cette attaque-là. Donc, ça, c'est un peu surprenant de mon côté. Je pensais pas que comme vraiment ce hockey-là très paritaire que les Kings ont l'habitude de jouer, ça laisse se manifester contre le Colorado aussi. Mhm. Mais c'est le cas présentement. C'est le cas, puis bon, cette série-là n'est certainement pas terminée. Il va juste falloir en remporter une en prolongation encore du côté des Kings. Hein. Déjà 18 défaites en saison régulière après 60 minutes. Ouais. Peut-être en gagner une fois de temps en temps, ça aiderait leur cas. Les séries, bien sûr, qui se continuent dès ce soir. Bon, on se parle en ce jeudi, bien sûr. Quelques matchs à l'affiche du côté de la Ligue nationale de hockey, bien sûr. Soyez à l'affût de tout ça. Possibilité pour les Pingouins de malheureusement partir. Ce match-là sera samedi. Ouais. Bon. Oui, samedi. Ça ferait du sens. Mhm. Même temps, Ouais. même temps que le CH contre le Lightning au Centre Bell. Moi, je demande juste une victoire. Pas un sweep, s'il te plaît. Ça serait Montréal, pardon, c'est vendredi, Montréal demain. Et pour ça, on a bien hâte. Je te le souhaite d'ailleurs. Une très bonne saison Pas régulière beaucoup pour demandé. terminer comme ça. C'est pas beaucoup demandé, mais en même temps, t'es pas là pour jouer non plus. Non, Fait que c'est qu'est-ce que tu veux? Voici, je pensais, comme quand les Pingouins jouent comme ça, puis qu'il n'y a rien qui va, comme ça me donne tellement envie de jouer, comme ça me donne tellement envie d'être là. Comme, je pense que c'est un peu un réflexe. Un défaut. Non, mais c'est un peu un réflexe d'athlète, j'ai l'impression. Comme là, je regarde quelque chose sur lequel j'ai aucun contrôle, puis ça me déçoit à un point. Puis je suis comme, j'aimerais juste ça sur la glace. Je sais que je ferais pas une différence, mais au moins, comme ce serait de ma faute. Ouais, Comme, c'est tu ça, sais, moi, tu peux te blâmer. J'aurais quelque chose à blâmer. tu sais. C'est bon. Peut-être l'année prochaine, Phil. Ouais. Il y aura toujours l'an prochain pour les Pingouins de Pittsburgh. Avant de se quitter, merci à tout le monde qui nous a écoutés pendant ces 100 épisodes. On a passé à travers des eras de fou. Des eras où Phil n'était même pas là. Phil, tu as commencé un peu plus tard. Cette émission-là qui a débuté en 2022 du côté radio et qui s'est étendue longuement du côté télévisuel. Eh bien, pour vous, je vous ai préparé nos meilleurs moments depuis, bien sûr,
sûr, l'apparition de Philippe à l'émission. Vous allez voir que pendant l'un des extraits, nous sommes pas ici, nous sommes de l'autre côté. Il y a eu beaucoup de choses. On s'est mobilisé un peu du côté de dans les gradins au courant du temps. Mais nous serons ici encore une fois la semaine prochaine et c'est ça qui compte. Je vous envoie à nos meilleurs moments de DLG. Merci de nous avoir écoutés pendant 100 épisodes. Le pari officiellement terminé. On va se revoir en octobre pour ça. Saison 2. Saison 2 qui commence bien sûr la semaine prochaine. C'est juste parce qu'on n'a plus de chiffre. Parce qu'on n'a plus de chiffre de joueurs de hockey. Hey Phil, sur ça on s'est dit. Oui, Roger Nielsen quand même. C'est un personnage, il n'y a pas à dire. On le surnommait aussi Captain Video parce que c'était un des premiers à utiliser cet outil-là qui était la vidéo. Il n'y avait pas les reprises à l'époque, bien entendu, là, mais ça servait beaucoup des tapes là, pour observer le jeu des adversaires puis étudier aussi justement l'opposition. Un micro aussi, hein, avec ses assistants coach, le premier à l'introduire. Oui, ça dans la vie. Rulebook Roger aussi, un des noms qu'on lui Ah ouais? Oui, qu'on lui a attribué. J'ai vu Captain Vidéo, je peux vu Rulebook Roger. Rulebook Roger. Et puis, ouais, écoute, pour nommer un autre des incidents là, impliquant le fameux Roger Nielsen, il y a une situation, alors qu'il était toujours dans les ligues mineures là, comme coach, où son équipe était en situation de 5 contre 3. Oui, ça c'est pire. Était en pire. double désavantage numérique, donc. Et puis, c'était fin de match là aussi, et l'équipe qui menait par un but. Donc, on était prêt à tout là, du côté de Roger Nielsen et littéralement à tout pour protéger cette avance-là. Et puis, Roger s'est dit, bon, déjà à 5 contre 3, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Il ne peut pas me mettre à 5 contre 2. Non, le règlement. Ça arrête à 3. C'est ça. Donc, à ce moment-là, il s'est dit, qu'est-ce qu'ils vont donc faire si j'envoie un gars sur la glace à tous les 10 secondes? Ouais. Et il se met à faire pleuvoir des joueurs du banc, envoie à répétition des joueurs dans la mêlée, alors que, bien sûr, il ne peut pas excéder la limite imposé de 3 joueurs sur la patinoire, mais le fait très volontairement. Ouais. Il y a 4 joueurs sur la patinoire, les arbitres comprennent plus ce qui se passe. Évidemment, le sifflet qui se fait entendre. Et puis, le même processus qui se répète indéfiniment jusqu'à ce que le match expire. Le temps expire, le chrono affiche 0. Et puis Roger Nielsen qui s'en tire comme ça en faisant envoyer des joueurs au cachot volontairement. Sache que sauve le match comme ça. Tu peux plus faire ça de nos jours. Ça donnerait un tir de pénalité à l'équipe adverse. Exactement, un tir de pénalité. Mais ça, je pense que c'est pire. Et encore pire que ça, je sais pas si tu l'as vu, celle-là, dernière chose pour notre bon vieux Roger Nielsen. Au hockey, là, des fois, tu sais, en fin de première période, il reste 2-3 secondes, tu te dis, j'enlève mon gardien, puis je vais mettre un attaquant de plus sur la glace, essayer d'avoir un but rapide, tu sais. Tout le monde fait ça en fin de match, ou en fin de match notamment d'ailleurs. Tout le monde fait ça. Et habituellement, c'est difficile pour l'équipe adverse d'avoir un bon lancer sur la cage adverse, surtout de loin comme ça, c'est déjà assez difficile. Mais l'envoyer dans la cage adverse, c'est déjà un exploit quasiment quand il reste peu de temps. Mais imagine le faire avec un bâton de gardien qui chill dans la cage. Parce que jadis, il n'y avait pas de règlement pour mettre le bon vieux bâton du gardien. Tu peux retirer le gardien et laisser son bâton là. Et ça l'a privé un but carrément. Et tu sais quoi, Phil? Le mois d'après, c'est un règlement dans la Ligue nationale de hockey. Tu ne peux pas mettre ton bâton dans la cage, sinon but il y aura sur la patinoire. Écoute, il fallait que quelqu'un y pense. C'est juste incroyable. Le gardien va venir au banc, mais est-ce que son bâton va le suivre? C'est encore plus drôle que ça aurait pu arriver, que ça aurait été un but qui aurait compté, mais ça l'a pas compté parce qu'il n'y avait rien de ça dans les règles. C'est juste hilarant, ce stuff-là. Pour vrai, la recherche sur Roger Nielsen m'a fait brailler de rire. C'est du n'importe quoi. Et là, à partir de tout ça, je peux rentrer dans des choses un peu plus sérieuses qui ont vraiment changé l'histoire du sport. À cause de cet homme, singulièrement de cet homme, il y a 3 règlements de la Ligue nationale de hockey qui ont dû être changés. Peux-tu imaginer comment c'est il drôle, faut vraiment ça. que tu sois... Puis il jouait pas, là. C'est comme... Non. C'est pas un joueur. D'habitude, c'est les joueurs. C'était un coach. Oui, c'était un coach, un pur coach. Il y a eu une très brève carrière de hockey comme gardien de but, je pense.
toujours les gardiens de but, bizarrement. Tout le temps, hein, ils regardent tout. Ces idées-là, là, ces espèces de petites... Caillots de cerveau. Ouais, ou des fissures là, dans le match, des affaires comme ça, des failles. Là. Mais je pense que comme gardien, tu as beaucoup de temps pour rester derrière puis regarder le jeu puis apprécier qu'est-ce qui se passe. Fait que moi, dans le fond, pour moi, Roger Nielsen, c'est juste comme un cerveau qui arrête jamais de tourner puis qui essaye de trouver justement les moindres choses à exploiter. Je suis d'accord. Puis c'est juste... C'est du bonbon. C'est spécial, c'est du bonbon. Roger Nielsen, en passant, qui a une bonne carrière quand même de coach, qui n'a jamais gagné vraiment la coupe. C'était en finale en 82, puis ça s'arrête là. Il a gagné avec les Peets, par exemple. C'est possible. Oui, c'est vrai. Sinon, jamais gagné la coupe, et malgré ça, s'est retrouvé dans le temps de la renommée du hockey. Rulebook Rog. Ouais, Hockey Hall of Fame, donc faut le faire quand même. Rulebook Roger. Deuxième sur ta liste. Oui, Léon va revenir. Ouais, ils vont être corrects, je pense. Mais tu dis ça comme si c'est normal que deux gars mettent tellement une équipe sur leurs épaules. Ça l'est pour les Oilers, c'est tout à fait comme normal. pour nous, c'est juste comme correct, comme McDavid puis Draisaitl, ils vont faire. C'est deux gars sur une équipe de 24. L'équipe est tellement pas bonne. Ils sont pourris, ils sont tellement pas bons. L'équipe est tellement pas bonne. Sans McDavid, cette équipe-là ne fait pas 80 points, n'est probablement pas en série présentement dans la Pacifique. Je voudrais ouvrir Daily Face-Off pour regarder l'alignement des Oilers présentement, mais comme ça me fait peur, honnêtement. Je vais le faire pour terminer vite fait mon je sais même pas mon quel point là. Non, je pourrais trouver. sans Draisaitl, Connor McDavid, Matthew Savoie, Vassili Podkolzin, c'est un premier trio. Josh Samansky, Ryan Nugent-Hopkins et Jack Roslovic est un deuxième trio. Jason Dickinson, Colton Dock et Trent Frederick est un troisième trio. Adam Henrique, Max Jones et Kasperi Kapanen est un quatrième trio. Combe et Bouchard, premier duo, ça va. Darnell Nurse et Connor Murphy. Jake Wallman et Ty Emberson. Puis sans oublier l'apport incroyable entre les deux poteaux de Connor Ingram et Tristan Jarry. C'est horrible. Wow. Et voilà que je termine là-dessus. Connor McDavid pour moi, le trophée Hart. Oh my gosh, ok, t'as gagné. On peut juste passer au tennis. Oh man. Aïe. Non, ok, c'est un des plus gros fous rires que j'ai. Mais comme, on va passer au tennis dans quelques secondes, mais comme... Qu'est-ce que tu viens de me lire là? Comme c'est ça que je craignais en allant moi, voir. l'affaire que ça je trouve ça confirme tout. Oui, qu'est-ce que je trouve le plus drôle là-dedans? Ils sont-tu pires qu'ils étaient les dernières? Ah oui, hein? Oui, ben là, Zach Hyman aussi va revenir au jeu, là, ça va aider. Mais l'affaire que je trouve le plus drôle là-dedans, c'est qu'on s'est regardé puis on dit Draisaitl revient, c'est correct. Ouais. Comme si c'est pas horrible à la base. Comme si c'est juste normal que ces deux gars-là en font tellement pour leur équipe. Non, honnêtement, c'est stupide. En tout cas. Non, ça c'est déchaîné, mais vas-y donc avec ta petite phrase pour coach. Ouais, c'est juste pour... Comme coach, honnêtement, c'est un choix de cœur aussi parce que j'adore ce player-là. Ce joueur-là. Devenu très chèque d'un coup. Ouais, j'adore ce joueur-là. C'est un magicien sur la patinoire. Kucherov. Et puis, je pense que, comme honnêtement, il y a un gros cas quand même à faire pour lui. Sauf que... tu sais, je comprends vraiment. Les Oilers, là, c'est McDavid, il soulève cette équipe-là carrément. Puis, regarde, aucun des deux serait un mauvais choix, je pense, mais c'est juste quand tu regardes un joueur qui vraiment conduit son équipe et qui tire son équipe avec lui, je pense McDavid quand même, on peut pas le négliger dans cette conversation-là. Ouais, je pense que ça va s'arrêter là. Si ça n'a pas besoin d'être beau. Nice! Oui, mais tu as essayé de tailler une citrouille, ça je pense que non. Tu as essayé de tailler une citrouille puis te rentrer dedans après. Non, parce que tu vas me dire, une citrouille, c'est pas assez gros pour je fitter ma tête. Oui, peut-être tu peux fitter ta tête. Oui. Mais les participants, Mathieu, de la West Coast Giant Pumpkin Regatta se rentrent jusqu'au bassin dans des citrouilles énormes.
Et puis, ces citrouilles-là sont destinées à être des engins flottants qui vont circuler dans un fleuve, Mathieu, aux États-Unis. Ça se passe en Oregon, cette histoire-ci. Je pense qu'il y a une compétition du genre aussi au Québec également, puis à Halifax. Et voilà, donc c'est tout récemment que ça a eu lieu, cet événement qui est attendu de plusieurs. C'est un événement qui a quand même gagné beaucoup en popularité du fait que c'est très loufoque aussi. Les citrouilles sont énormes, 600 à 1600 livres pour une citrouille. Et ensuite, il y a des scies qui sont utilisés justement pour en retirer le sommet pour que les compétiteurs ensuite s'insèrent dans l'habitacle de leur engin flottant. Habitacle, carrément. Non, c'est de pas leur vraiment engin flottant. Écoute, j'ai peut-être j'ai peut-être ambitionné un petit peu avec ce terme-là, mais garde, tu comprends mon... C'est vraiment très mignon. Oui, c'est très mignon, en effet. On dirait des petits canards flottants. Oui, c'est vrai, ça ressemble un petit peu des canards. Et ces citrouilles ne peuvent être équipées d'aucune forme de moteur ou quoi que ce soit. La seule poussée doit provenir de la rame qui est fournie aux participants. Et c'est ça, il y a des citrouilles de toutes les tailles. Donc, les citrouilles les plus pesantes, là, commencent à l'avant parce qu'elles sont plus difficiles à mettre en marche. Mettre en marche, je sais pas. Mettre en mouvement, là, comme vous voulez. C'est pas un moteur, je le rappelle. Et par la suite, il y a les citrouilles un peu plus légères qui sont derrière. Et cette année, Mathieu, il y a un homme du nom de Gary Christensen qui arrivait avec de grandes ambitions. Évidemment, tous les partisans sont déguisés parce que c'est une course à thématique un peu Halloween, évidemment, avec les citrouilles. Et lui arrive avec clairement un sérieux qui est implacable, Mathieu, parce qu'il est déguisé comme Buddy de Elf. Nice. Ça, c'est une menace pour tous les autres participants parce que ce lutin-là est de taille démesurée et il est capable de manœuvrer une citrouille, je crois. Est arrivé là avec des grandes ambitions cette année. Il a dit qu'il avait fait un entraînement quand même rigoureux avant la compétition également, quelques semaines avant de commencer à soulever ses haltères un peu, s'assurer que la forme était là, qu'il était capable d'aller jusqu'au bout. Mathieu, c'est quand même une course d'un quart de mille quand même, donc c'est assez long. C'est une course d'endurance et il y a des réels dangers pour les participants également, puisque c'est possible à tout moment de chavirer dans sa citrouille, de tomber à l'eau. Et aussi, apparemment qu'une des préoccupations premières de cette course-là, c'est les crampes aux jambes, Mathieu, parce que c'est pas nécessairement comme je disais, un habitat qui est très confortable. Donc, il arrive que les jambes commencent à cramper au milieu de la course. Puis à ce moment-là, il faut aller puiser dans les réserves. Là. C'est là que les champions sont faits, Mathieu, bien entendu. Oui, dans les crampes de jambes. Oui, c'est ça. Perdre le sérieux. Et je pense que la citrouille la citrouille de M. Christensen était autour de 900 livres, donc une citrouille de taille de poids médian. Là. Ben oui, clairement. Et il a réussi à tout surmonter cette année avec sa citrouille. C'est lui qui en est ressorti champion, éventuellement, Mathieu. Et il est arrivé aussi, respect aussi à ce compétiteur-là, son snack d'avant-match, c'était du spaghetti avec du sirop d'érable et des bonbons comme le vrai Elf. C'est phénoménal. Bref, il avait toute la recette pour gagner et c'est le genre d'histoire qui me fait beaucoup rire. Mais quelque part, il y a un petit exploit sportif là-dedans aussi, je présume. Donc voilà. Félicitations au faux body, man. Oui, au faux body, Christensen, qui est devenu champion de la course à la citrouille cette année. Donc, quel homme. Voilà. Quel homme. C'est quelque chose d'autre à mettre dans ta cuisine, ça. Côté 3 étoiles de la semaine, cette semaine, Phil, ce sera presque 100% canadien. Tu regardes, il a son bol de spaghetti. C'est tellement mignon. T'es entouré de jeunes en plus, comme si... Oh, le pauvre. Ma troisième étoile, c'est Jacob Dobesch. Phil, 3 victoires, aucune défaite. T'as oublié les 3 étoiles. Il y a eu de l'adversité aussi dans sa victoire parce qu'il avait fait pousser ses propres citrouilles, mais ces citrouilles ont été frappées d'une fungal disease, donc une maladie
une espèce de moisissure dans sa citrouille. Et donc, il a dû emprunter la citrouille de son voisin. Ah bah oui. Ah, parce que son voisin aussi pousse des citrouilles de Apparemment. 3000 livres. C'est parfait, ça. Apparemment que c'est une chose standard. En bon, plus, ok. tu Ouais. dois faire Ouais. pousser ta propre citrouille. Ben oui, c'est ça l'idée. Mais t'as vu, c'est trop difficile. On peut pas Ben, clairement participer. pas quand ton voisin aussi n'en pousse. Quelles sont les chances? What? Quelles sont les chances de ça? C'est Mais incroyable. Imagine C'est- que genre demain on veut participer à ça, moi, tu sais, là. Ça veut dire qu'on doit Ah ouais, faire mais là, pousser non, nos non, non. Faut que tu propres prépares citrouilles. ça un an d'avance. On Ben, peut pas au faire ça moins, là. demain. Tu le pousses avec quoi? De l'engrais de Hulk? Genre, y a pas de manière qui va grossir. Mais surtout, y a pas de manière qu'ils sont chez moi. J'habite pas dans un palace pour que ça va Ça, pas. ce serait chez les filles. Bref, Jacob Devet. Une production de Podcast NB.